Que savez-vous du Vietnam? Que savez-vous de la guerre du Vietnam? Quelles sont les causes de ce conflit qui a ravagé le pays de 1959 à 1975? Qu'est-ce que l'agent orange? C'est ce que nous allons découvrir avec Oai Quang, docteur d'État et maître de conférences en économie, spécialiste de la question. Bonjour à vous et bienvenue à l'Université numérique de La Réunion. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du Vietnam, de la guerre du Vietnam et de l'agent orange. Il faut savoir que de 1961 à 1975, les États-Unis ont largué 7 millions de tonnes de bombes sur le Vietnam. C'est un chiffre supérieur au total des bombes utilisées durant les deux guerres mondiales. Ils ont également déversé 80 millions de litres de défoliants, occasionnant la mort de 5,5 millions de personnes. Aujourd'hui encore, près d'un demi-siècle après la fin de la guerre, l'agent orange continue à faire des millions de victimes dans le pays. Bonjour Oai Quang. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir dans ces studios où vous êtes un peu chez vous, parce que vous avez enseigné pendant de très nombreuses années à l'Université de La Réunion. Vous êtes donc docteur d'État et maître de conférences en sciences économiques. Vous êtes également chevalier de l'Ordre des Palmes académiques et chevalier de l'Ordre national du mérite. Vous avez publié de nombreux ouvrages, nous en avons quelques-uns ici, et vous allez donc nous raconter un peu l'histoire du Vietnam, l'histoire de la guerre du Vietnam et l'agent orange. Vous allez nous parler de l'agent orange. Commençons par la première question. Donc, au XIXe siècle, la France décide de coloniser l'Asie du Sud-Est avec la fondation de l'Indochine en 1877. Racontez-nous un peu l'histoire de cette colonisation. Alors, je crois qu'il faut replacer l'intervention française en Asie du Sud-Est dans le cadre de l'histoire économique mondiale. En Europe se déroule à ce moment-là une révolution industrielle très très importante, en Angleterre, en France, et cela veut dire que ces pays-là étaient en mesure de produire énormément de marchandises. Simplement, la population, la classe ouvrière, était, disons, très très mal rémunérée, vivait dans la misère et n'était pas capable d'acheter des marchandises qui arrivaient en masse sur le marché. Il y avait donc à ce moment-là un problème d'écoulement des marchandises sur le marché, en France, en Europe en général. Donc c'est ça qui, globalement, permet d'expliquer pourquoi la France, l'Angleterre ont tenté d'élargir leur marché, en créant des empires. Concernant maintenant l'Asie du Sud-Est, ce qui intéressait la France lorsqu'elle est arrivée en Cochinchine, dans le sud, la partie donc méridionale à l'heure actuelle, dont la capitale est Ho Chi Minh Ville à l'heure actuelle, mais qui à l'époque s'appelait Saigon, ce qui a déterminé la France à arriver en Cochinchine, c'est qu'elle pensait à ce moment-là qu'en remontant le Mékong, qui est un fleuve extrêmement long, qui part en Chine et qui va traverser une partie de l'Asie du Sud-Est pour déboucher au niveau de la Cochinchine, au niveau du delta du Mékong, elle pensait, la France, pouvoir remonter le Mékong pour parvenir au Yunnan. Le Yunnan étant une province de Chine, et cette province a été imaginée par les Français, aussi bien que par les Anglais, comme étant une sorte d'Eldorado commercial, où donc ces pays-là, l'Angleterre, la France, pourraient déverser leurs marchandises et en même temps prendre les matières premières qui étaient nécessaires pour leur pays. Donc la France tente de passer par le Mékong, tandis que l'Angleterre, qui dominait la Birmanie à ce moment-là, tentait de remonter au même endroit, au Yunnan, mais à travers l'Irrawaddy, qui est un autre fleuve qui descend aussi du Yunnan. C'est donc la raison principale pour laquelle la France est arrivée en 1859 pour coloniser donc, le sud du Vietnam.
elle s'est heurtée à une résistance extrêmement dure pendant des années et des années. Et il a fallu 4 ou 5 ans pour gagner la guerre et pacifier le pays. Et puisque nous sommes ici à La Réunion, je crois qu'il est intéressant de mentionner le fait que pour étrangler la résistance, les militaires français ont arrêté les résistants les plus volontaires, les plus combatifs, pour justement les enfermer à Poule au Condor, qui était un bagne extrêmement dur. Et une partie de ces bagnards, 1300 d'entre eux, ont été envoyés à l'île de la Réunion pour y travailler dans les plantations de canne à sucre. Donc voilà. À quelle période ça? Ça, c'était en 1860, entre 1860 et 62. Hein. Il y a eu 1300 cochins chinois de l'époque. On croit que on croit dans les livres d'histoire qui parlent un petit peu de ça, qu'il s'agissait de malfaiteurs, etc. Mais pas du tout. C'était des patriotes, c'était des résistants politiques qu'on a envoyés là-bas pour tuer la résistance. Voilà. Alors, par la suite, lorsque le pays a été pacifié, les Français ont tenté de remonter le Mékong. Ils se sont assez rapidement aperçus que le Mékong n'était pas navigable sur l'ensemble de sa longueur. Donc ils ne pouvaient pas arriver jusqu'en Chine. Pas possible. Et c'est ça qui permet d'expliquer qu'ils ont colonisé le Cambodge, et puis surtout qu'ils sont remontés vers le nord parce qu'ils pensaient aussi que, en passant par le fleuve Rouge, le fleuve Rouge est un fleuve qui descend aussi de Chine et qui traverse le Tonkin, Hanoï, etc. Et ils pensaient que pouvoir remonter au Yunnan en passant par le fleuve Rouge. C'est la raison essentielle pour laquelle ils ont donc colonisé d'abord le centre du Vietnam, l'Annam, qu'ils ont appelé Annam, et qu'ils ont colonisé ensuite le Tonkin, qui est la troisième partie du Vietnam. Je fais remarquer que le Vietnam, depuis des millénaires, constitue un seul et même pays, avec une ethnie principale qui représente quelque chose comme 85-90% de la population. Il y a aussi 53 minorités ethniques, mais qui sont très peu nombreuses. Et donc, j'insiste sur le fait que le Vietnam était un État unifié. Et les Français ont coupé cet État en 3 parties indépendantes, gérées de façon politiquement et administrativement de façon différente, puisque la Cochinchine était une colonie, c'est-à-dire gérée directement par l'État français. Il y avait l'Annam qui était une résidence et le Tonkin qui était un protectorat. Donc on avait des régimes politiques différents. Pourquoi ils ont fait ça? Simplement pour couper l'unité vietnamienne. Et c'est pour ça que quand on dit que l'Indochine française, dont vous avez fait mention tout à l'heure, comprenait le Cambodge, le Laos, l'Annam, le Tonkin et la Cochinchine. En fait, il y avait le Laos, le Cambodge, et puis le Vietnam coupé en 3. Et il faut aussi mentionner un tout petit minuscule territoire qui existait en Chine, et personne ne sait que ça appartenait aussi à la France, et qui s'appelait le Quang Chiu Wan. C'était un port qui permettait aux Français, aux commerçants français, d'aller acheter des marchandises en Chine et de l'exporter directement par ce petit port-là. Mais ça ne suffisait pas. Ce qu'ils voulaient, c'était un marché beaucoup plus important, des matières premières, etc. etc. C'est donc cette raison fondamentale d'expansion de leur recherche d'un marché extrêmement tendu qui a amené la France à coloniser le Vietnam dans son entier. Par la suite, ils se sont aperçus que dans le sud, ils pouvaient cultiver des plantes, le café, le thé, etc., qu'ils pouvaient exporter. Très bien. Mais surtout, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient planter des plantations d'EVA. L'EVA, brasiliensis, est une plante dont l'origine est le Brésil. Et les Anglais étaient allés au Brésil, volaient des plants qu'ils avaient ramenés en Angleterre à Kew Garden, et puis
par la suite, ces plantations-là, ces petits plants d'EVA avaient été introduits dans le sud-est asiatique, dans les plantations qui appartenaient aux Anglais, aux Hollandais, etc. Et là, ça avait pris. Et ça commençait à faire la fortune d'un certain nombre de pays. Et les Français se sont dit, mais on a le même climat. On pourra, en Cochinchine, acclimater l'EVA et produire du caoutchouc. Alors justement, ils ont réussi, du point de vue technique, à le faire. Et puis ça a coïncidé avec l'expansion de l'automobile. Et l'automobile, c'est quoi? C'est les pneus. Et donc il fallait énormément de caoutchouc. Voilà, la raison essentielle qui explique que la France soit allée au Vietnam et pour laquelle elle s'est implantée ensuite en Cochinchine. Alors, on peut continuer sur cette affaire de plantation parce que c'est dans ces plantations de caoutchouc qu'ont été formées les premières organisations ouvrières qui, par la suite, ont permis de mettre en place le combat pour l'indépendance du Vietnam. Pourquoi? Eh bien parce que, si vous voulez, les premières plantations de caoutchouc ont été créées aux alentours de la capitale, de Saigon, des gros bourgs. Et c'était assez facile d'avoir de la main-d'œuvre parce que ces pays-là, ces régions-là, ces villes-là étaient assez peuplées. Et puis, c'était des régions, si vous voulez, où la terre était fertile, et puis il n'y avait pas de forêt, rien du tout. Alors, la création de ces plantations était assez facile. Mais par la suite, lorsque, avec le boom du caoutchouc et le besoin, par exemple de Michelin, d'avoir des grosses plantations, des terres rouges, ils ont dû aller s'enfoncer dans la forêt. Ils sont donc allés en pleine jungle, créer des plantations de caoutchouc, là où habitaient des minorités ethniques, à qui ils ont volé toutes les terres. Ils ont volé toutes les terres des minorités ethniques, ils ont envoyé où elles pouvaient vivre, et ils ont attribué ces terres-là de façon quasiment, ils ont vendu à des prix totalement dérisoires à des très grosses sociétés de caoutchouc telles que Michelin, qui est la plus connue finalement en France. Mais ces régions, elles étaient peuplées par qui? Par des minorités ethniques qui vivaient dans les tribus qui faisaient 80 personnes, qui vivaient de la cueillette, et essayer de convertir cette population en ouvriers. Vous n'allez pas pouvoir y arriver. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour ça que c'est important de parler aussi du Tonkin et de la Nam, qui étaient des deltas dans lesquels on cultivait les rizières, le riz, et où la population était très nombreuse et qui vivait très mal, parce que c'était des deltas qui étaient un peu surpeuplés, si vous voulez. Et par conséquent, les Français ont eu l'idée d'aller chercher de la main-d'œuvre en Annam et surtout au Tonkin. Et c'est là que je vais faire une deuxième référence à l'histoire économique de la Réunion, que je ne connaissais pas au moment où j'ai travaillé sur le Vietnam. C'est que, donc je fais une parenthèse dessus. À la fin après l'abolition de l'esclavage à la Réunion, en 1848, il a fallu remplacer la main-d'œuvre servile par des engagés qu'on a fait venir essentiellement de l'Inde française, mais aussi de l'Inde britannique. Un peu de Madagascar, mais surtout de l'Inde. Et ces travailleurs étaient des travailleurs engagés. C'était des salariés contraints, ce que j'appelle les salariés contraints. C'est un terme que j'ai inventé dans le cadre de mes travaux de recherche. Ils étaient donc engagés pour 5 ans et ils devaient travailler dans des conditions absolument abominables. Leurs conditions de travail et de vie étaient tout à fait similaires à celles des esclaves, tout à fait similaires. Ils étaient habillés pareil, mêmes horaires, même cases, etc., etc. Et c'est un peu la raison pour laquelle mes amis historiens se sont un petit peu trompés en qualifiant ces engagés de semi-esclaves. En fait, ça n'a rien à voir avec l'esclavage. En fait, c'est un salariat spécial, qui est donc une transition vers le salariat libre d'aujourd'hui. C'est ça que j'ai voulu dire. Alors, justement, ce système qui a été mis en place à La Réunion, mais aussi aux Antilles, parce que les Antilles se sont aussi approvisionnées
en engagés en Inde, ce système-là, eh bien, les Français l'avaient déjà expérimenté. Ben, au moment où l'abolition de l'esclavage a été prononcée, et au moment où les plantations de caoutchouc ont été mises en place, c'est-à-dire vers 1915, 1930, ben, donc beaucoup plus tard, eh bien, ils se sont rappelés qu'il y avait cette organisation du travail qu'ils avaient déjà utilisée avec succès dans leur colonie, qui pouvaient donc le transférer, l'implanter au Vietnam. Donc ils ont recruté en masse des Tonkinois, des Annamites, en fait des Vietnamiens, pour travailler en pleine jungle. Sous le commandement de qui? Ce n'étaient pas des commandeurs, c'était des anciens militaires. Alors vous pensez bien que c'était des régimes militaires qui existaient dans ces trucs-là. Et comme le droit syndical n'était pas autorisé, il n'y avait pas de syndicat au Vietnam, il n'y avait aucun moyen pour les Vietnamiens de se défendre, la mortalité était absolument effroyable, les conditions de vie étaient absolument effroyables, et c'est ça qui explique que dans les plantations de caoutchouc du Vietnam, mais aussi dans les mines de charbon du Tonkin, où les Français avaient commencé à exploiter, que les premiers ferments des révolutionnaires se sont mis en place. Les premiers syndicats se sont formés, les premiers embryons de partis politiques, de partis communistes se sont formés. Et c'est ça qui, par la suite, a grandi et a pu mener le combat pour l'indépendance. Voilà comment est né, en quelque sorte, le prolétariat au Vietnam. Le prolétariat, donc je résume, n'existait pas au Vietnam avant les Français, il n'y avait que des petits paysans. Le prolétariat ouvrier est né dans les plantations et dans les mines de charbon, et les organisations de combat de la classe ouvrière sont nées là. Donc en réaction à l'oppression, à l'exploitation que représentait la colonisation. Exploitation, surexploitation, je dirais. La surexploitation, les horaires étaient absolument effroyables et tout, quoi. Les conditions de travail étaient absolument effroyables. Alors en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Ho Chi Minh décide de déclarer l'indépendance du Vietnam. Que fait le général de Gaulle pour rétablir l'autorité de la France dans le pays? Alors, parlons d'abord de 1945. Qu'est-ce qui se passe? Pour bien comprendre cette affaire-là, il faut revenir un tout petit peu en arrière et parler, j'ai parlé tout à l'heure du fleuve Rouge, que les Français voulaient remonter pour arriver jusqu'au Yunnan. Ils n'ont pas pu le faire. Alors qu'est-ce qu'ils ont construit? Ils ont construit un train qui s'appelle le Trans-Indochinois, qui va donc de la Chine, qui traverse l'ensemble du Vietnam sur la côte et qui va jusqu'à Saigon. Voilà, le Trans-Indochinois. Or, depuis, si mes souvenirs sont bons, 1937 ou 1939, l'une des deux dates, les téléspectateurs vérifieront, le Japon est entré en guerre contre la Chine. Parce que ce que veut le Japon, c'est asseoir sa domination sur l'ensemble de l'Asie, de la même façon que les Allemands voulaient asseoir leur domination sur l'ensemble de l'Europe. C'est pour ça qu'il y avait un axe Tokyo-Berlin. Hein. Donc, alors, les Japonais sont entrés en guerre contre la Chine. La résistance a été organisée en Chine par Chiang Kai-shek. Les Japonais avaient réussi à gagner, à bloquer tous les ports, mais Chiang Kai-shek résistait toujours. Pourquoi? Parce qu'à travers la Birmanie, les Anglais alimentaient en armes, en aliments, etc., les troupes de Chiang Kai-shek. Et les Français faisaient de même grâce au Trans-Indochinois. Ils faisaient venir les armes, les aliments, etc. Et donc Chiang Kai-shek résistait. Pour vaincre Chiang Kai-shek, c'est la raison principale pour laquelle les Japonais sont arrivés au Vietnam en 1940. En 1940, les colonies françaises sont sous le régime de Vichy, bien sûr, sont sous le régime de Vichy. Et il y a donc un deal qui peut se faire, puisque ce sont deux types de même gouvernement, finalement, de même alliance politique, même vision politique. Et un deal se passe entre les Japonais et les Français. Ce deal était que l'occupation militaire serait faite par les Japonais et que l'administration serait organisée par la France.
Donc le Vietnam est dominé par deux puissances, les Japonais et les Français. Alors, les conditions de vie des Vietnamiens sont tout à fait effroyables parce que toutes ces puissances-là s'alimentaient grâce à des prélèvements qui se faisaient sur la population, sur la production locale. Donc il y a eu des famines extrêmement importantes qui se sont déroulées, d'où les mouvements de protestation populaire qui ont commencé à gonfler de façon très importante. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que en 1945, la France gagne en Europe, grâce aux Anglais, bien sûr, aux Russes, Américains, Français gagnent en Europe. En même temps, en Asie, dans le Pacifique, les Japonais perdent pied et ils décident à ce moment-là de se débarrasser des Français. Les Japonais donc, vont anéantir l'armée française là-bas, toute l'administration. Donc ça veut dire que le pouvoir politique, il n'y a plus de pouvoir politique. Les Français, en quelque sorte, ont été laminés totalement par les Japonais. Quelques mois plus tard, en août 1945, 2 bombes atomiques sur le Japon. Les Japonais capitulent. Voilà. La situation politique, elle est là. Et c'est ça qui permet de comprendre qu'une toute petite fenêtre politique et militaire s'est ouverte au Vietnam. Les Français n'avaient pas encore la possibilité de revenir au Vietnam immédiatement pour conquérir le pays, puisqu'ils se débattaient encore avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Japonais étaient vaincus. Ho Chi Minh a bien vu l'opportunité. Il y a une petite fenêtre là, je déclare l'indépendance du Vietnam. Voilà ce qui s'est passé pour l'indépendance du Vietnam. Donc, c'est un concours de circonstances international qui permet d'expliquer cette décision, cette prise de position de Ho Chi Minh. Alors, que fait le général de Gaulle? Lui, le général de Gaulle, qui ne voulait pas de l'oppression allemande, de la domination allemande sur la France, le voilà qui veut rétablir l'autorité française au Vietnam. Il veut faire exactement au Vietnam ce que les Allemands faisaient en France. Alors, dire que c'est un grand homme, d'accord, sauf que là, il y a une parenthèse qu'il faut quand même que je souligne pour dire qu'il y a des choses qui, parfois, doivent être dites. Et je le dis avec beaucoup de conviction et de clarté. Il n'a pas fait que des bonnes choses. Voilà. Donc c'est un grand homme pour la libération de la France du nazisme, mais ça a été un petit homme pour l'histoire coloniale de la France. Oui, d'accord. Merci pour cette rectification, mais c'est tout à fait exact. Alors, mais pourquoi De Gaulle voulait-il rétablir l'Empire français comme c'était le cas exactement auparavant? C'est qu'il faut savoir que la résistance française a été intégralement financée par les Anglais. Ce n'est pas la France qui a payé la résistance, ce sont les Anglais. La France est sortie, De Gaulle est sorti avec sa caisse sa caisse monétaire qui a été créée à Alger, est sorti de la guerre complètement sans un sou, sans aucune devise. Or, pour que l'industrie française puisse continuer à fonctionner, il faut qu'elle ait des matières premières. Il faut qu'elle ait du caoutchouc, il faut qu'elle ait des cacahuètes, il faut qu'elle ait tout un tas de matières premières qu'elle se procurait à travers ses colonies. Mais elle ne peut pas les acheter puisqu'elle n'a pas de devise. Raison essentielle pour laquelle elle veut refaire la colonisation. Elle veut redominer le monde, reconstituer l'Empire français. Voilà pourquoi elle est repartie au Vietnam pour essayer de reconquérir le Vietnam. Mais là, voilà. Et s'emparer des richesses du pays. Ben oui, s'emparer des richesses du pays, bien sûr. Hein, voilà. C'est toujours la même histoire de la colonisation, c'est essentiellement ça, malheureusement. Et bon, ils vont habiller ça avec d'autres machins, de la culture française, la religion, etc. Mais enfin, le fond du problème est un problème de matières premières, est un problème de ressources humaines et de ressources de matières premières. Alors, justement, oui, le peuple vietnamien n'accepte pas aussi facilement ce retour de la colonisation dans le pays, puisque
à partir de 1946 et jusqu'en 1954, il va mener une lutte farouche de résistance face à l'oppression coloniale. Alors comment se déroule ce combat jusqu'à la fameuse victoire de Dien Bien Phu? D'abord, ce qu'il faut d'abord souligner, peut-être il faut revenir très en deçà dans l'histoire, dans le temps. Il faut se rappeler quand même que le Vietnam a été une colonie chinoise pendant 2 fois 1000 ans. 2 fois 1000 ans. Dans ces 2 fois 1000 ans, les Vietnamiens ont gardé leur langue, ont gardé leur culture. Et ils ont combattu la Chine par 2 fois qu'ils ont vaincu. Ça veut dire que le peuple vietnamien est un peuple qui va pas... Ce sont des gens qui sont pacifiques, etc. Mais ils aiment bien être indépendants. Ils ne veulent pas subir l'autorité d'une puissance étrangère, rien du tout. Voilà. C'est un peuple qui est pacifique, mais il ne faut pas trop l'embêter, quoi. Voilà. Et donc, c'est une tradition. Il y a chez les Vietnamiens une tradition de lutte pour l'indépendance. Ça, c'est quelque chose de très important. Tous les lettrés, etc., vous le diront. Et puis, ce dont il faut se rappeler, c'est que quand les Français aussi se sont emparés du Vietnam, à partir du milieu du XIXe siècle, ils ont découvert un Vietnam où, dans tous les villages, il y avait déjà des écoles. Tout le monde savait lire et écrire au Vietnam. Ce n'est pas un pays où les gens ne savent rien. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que dans chaque village, vous aviez des écoles? Mais parce qu'il existait au Vietnam le système du mandarinat. C'est un système qui permet à ceux qui dirigent le pays de tirer de la population les éléments les plus capables par voie de concours. Le mandarinat, c'est un concours par lequel on attire vers les sphères dirigeantes de l'État les personnalités, les personnes les plus capables de ça. Donc ce sont des gens, si vous voulez, dotés d'une certaine morale, d'une certaine vivacité d'esprit, etc. Et un sens du combat. Et ce sont des gens qui sont lettrés. Et donc, à l'intérieur de ce pays-là, où tous les gens savent lire et écrire, comprendre, etc., il est assez facile de faire ce que nos détracteurs diront de la propagande politique, mais qu'on dira de la formation politique. Et la formation politique, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. De tout à fait essentiel, parce que sans formation politique, Lénine disait déjà, sans idée révolutionnaire, il n'y a pas de révolution. Voilà. Donc, si un pays a la capacité, si une population est capable de savoir lire et écrire et comprendre beaucoup mieux ce qu'il faut faire. Donc c'est ce qui explique un peu le fait qu'il y ait un noyau de résistance identitaire et culturelle très fort. Très fort. Voilà, c'est ça qui explique. Hein. Et puis, il y a une troisième chose qui procède de l'intelligence politique de Ho Chi Minh. C'est qu'il comprend aussi que, là, on vient de parler de l'histoire, on vient de parler de la culture, il y a la dimension économique. En 1953, il va lancer la première réforme agraire. Partage, ce n'est pas à vous, monsieur Lamrani, que je vais expliquer ce que c'est que la réforme agraire. Il va faire des réformes agraires, redistribution des terres, etc., baisse des taux d'intérêt, annulation des dettes, etc., etc. Avec une politique comme ça, vous allez avoir le peuple de votre côté. Donc, tant pour des raisons culturelles, politiques que morales, le peuple est derrière vous. Et ils vont donc faire une résistance tout à fait acharnée à ça. Voilà les clés qui permettent de comprendre la victoire du Vietnam. Et puis, je dois dire aussi que souligner le fait que d'ores et déjà, à ce moment-là, depuis 1945, les Américains aident les Français, financent la guerre. Ce n'est pas la France qui finance la guerre. Ce sont les Américains qui financent la guerre. 60% des dépenses militaires pendant la première guerre de libération, donc 45-59, a été financée par les Américains. Et à la fin, en 1954, les Américains finançaient 80%, j'ai bien dit 80% des dépenses militaires de la France. Donc, je veux dire par là que les Américains sont déjà impliqués depuis très très longtemps dans cette guerre-là. Donc les États-Unis menaient déjà une guerre par procuration. Ben absolument, absolument. Ils finançaient tout, Et non seulement ça,
Mais ce sont les Américains qui, avec le général Navarre, a décidé de mener le combat final contre le Viet Minh. Viet Minh, alors pour les téléspectateurs qui ne le sauraient pas, Viet Minh, ça veut dire les Vietnamiens nationalistes. Viet Minh, c'est une contraction d'une organisation. Hein. C'est nationaliste. Parce que ce que les Américains appellent les Viet Cong, ça veut dire Vietnam communiste. Cong, c'est communiste. Alors là, pour battre le Viet Minh, le général Navarre a reçu les conseils. Les plans de bataille, en quelque sorte, ont été élaborés ensemble par la France et les Américains. Ils ont décidé de faire de Dien Bien Phu le centre auquel va se dérouler la bataille décisive qui permettra en 18 mois, ils avaient programmé en 18 mois, d'éliminer la résistance vietnamienne. 18 mois. Ce plan, il faut s'imaginer, finalement ils perdent. Ils perdent le combat et tout le monde le sait. Pourquoi? Eh bien parce que Dien Bien Phu est une cuvette, grande cuvette, entourée de montagnes, en fait, avec des crêtes à 1000 mètres de hauteur. Voilà, c'est complètement entouré, avec une piste d'atterrissage au milieu. Et le général Navarre décide de concentrer l'essentiel de ces troupes-là, avec toutes les troupes d'élite là, pour mener une bataille décisive. Il veut gagner là, c'est terminé là. Parce qu'il y a une telle protestation en France qu'il faut en finir. Et avec eux, c'est tout le dernier quart d'heure. Alors moi, j'ai lu les lettres de correspondance. Et ils disent, la cuvette de Dien Bien Phu est entourée de montagnes de 1000 mètres de hauteur. Jamais les Viet Minh n'arrivera à amener de l'artillerie là-haut, amènera des ravitaillements là-haut, les soldats, etc. Jamais ils ne pourront, des pièces d'artillerie lourde comme ça, jamais ils pourront le faire. C'était une position imprenable du point de vue français, imprenable. Puis ils avaient amené pratiquement toute leur armée là, quoi, pour gagner. Et si t'es pas imaginé que pendant des mois et des mois, ben, le général Giap, il a amené à dos d'homme, démonté toutes les pièces et les a montées là-haut. Et ensuite, bon, quand la bataille finale a commencé, ils ont commencé par pilonner la piste d'atterrissage. Donc ils ne pouvaient plus amener des troupes qu'en parachute. Alors là, amener les soutes en parachute, ça va être coton. Et puis, pour ravitailler en armes, en munitions, c'était plus possible. Voilà. Donc ils se sont coincés eux-mêmes dans cette cuvette, et ce qui a permis, en fait, au général Giap d'emporter cette bataille décisive qui a mis fin à la colonisation française. Alors, pour terminer peut-être cette première partie premier épisode en fait, de cet entretien, je dirais qu'à un moment à Saint-Cyr, l'école militaire de Saint-Cyr avait invité le général Giap pour faire une leçon à ses généraux, à ses officiers, etc. Donc on l'avait présenté, général Giap, vous êtes un très grand général, vous avez vaincu les Français, vous avez vaincu les Chinois, vous avez vaincu les Américains, vous êtes un très grand stratège. Expliquez-nous comment vous avez fait pour gagner la guerre contre les Français et les Américains. Il a répondu tout simplement, vous savez, c'est pas tellement que je suis un grand stratège, c'est les stratèges américains et français étaient vraiment très très mauvais. Voilà. Donc c'est sur ces propos du général Giap que nous clôturons cette première partie. Nous nous retrouvons dans un instant pour la deuxième partie de cet entretien passionnant avec Hoai Quang.